Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un ami, Olivier, producteur de porc, et je voulais qu'il nous explique un peu, parce que dans les gens qui sont agriculteurs, ils connaissent, mais ceux qui sont consommateurs, ils me posent des questions. Il y a plein de différences dans les producteurs de porc. Il y a les bio, il y a les pas bio, il y a les sélectionneurs, Olivier, il y a les multiplicateurs et il y a les producteurs naisseurs et naisseurs-engraisseurs. Alors, je te donne la parole, Olivier, puisque toi, tu es producteur de porc et que tu connais ça depuis que tu es tout petit. Tu vas un peu nous expliquer quels sont les différents élevages qui existent en France. Oui, bonjour Philippe. Donc effectivement, l'élevage de porc est très divers. Pour partir sur les modes d'élevage les plus confidentiels, on peut parler des porcs qui sont élevés en plein air. On les trouve souvent dans le sud de la France, la zone basque. On parle de porcs ibériques. Ce sont des porcs qui sont élevés souvent en association avec la châtaigne ou les chênes, qui sont tous les arbres. Il y a également les porcs corses, hein, qui est connu. Hein. Donc, ce porc, et ce sont des races locales. Hein. Aujourd'hui, le porc qu'on mange, pour la plupart des gens, c'est pas du tout ce porc-là, hein, évidemment. Donc, ce sont des porcs qui sont élevés de manière ancestrale, hein, et la génétique n'a pas beaucoup évolué, hein, c'est-à-dire ce sont des races locales, donc extrêmement confidentielles. Ce sont des porcs qui sont destinés souvent à des process en salaisonnerie pour de la consommation qui vise les, les touristes, hein, donc c'est pas des, ou alors des familles qui gardent les traditions. Euh, on a également des porcs qu'on va appeler le porc bio, hein, qui a un cahier des charges très particulier. C'est-à-dire qu'on va demander à ce que le porc ne grossisse pas aussi vite qu'un porc conventionnel ou dit industriel, souvent. Donc on le ralentit par sa croissance. Ce sont des porcs qui sont souvent élevés euh, en semi-plein air ou dans des bâtiments très larges, type stabilisation, avec un grand espace au sol et sur paille, pour la plupart. Parce qu'il y a quand même la difficulté de devoir faire un port de toute zone dehors. Les conditions de travail de l'éleveur sont quand même à considérer. Et aujourd'hui, souvent, l'élevage a essayé de faire un consensus entre Oui. la possibilité d'avoir des conditions de travail acceptables, adaptées à notre époque, Oui. et des animaux qui répondent à des critères aujourd'hui que le consommateur souhaite en termes de bien-être et de goût. Donc voilà, donc ça c'est ce qui peut caractériser le porc bio, hein, donc souvent élevé sur paille. Et puis la majorité du porc que l'on retrouve dans nos supermarchés, dans les autres filières, sont souvent soit des porcs labels ou des porcs conventionnels qui, eux, sont en confinement total dans des bâtiments hors sol. Souvent sur des sols béton, on peut aussi retrouver un peu la paille, mais donc l'exigence de produire un porc en masse à très peu cher fait que souvent la technologie entre dans le système pour que l'éleveur puisse produire beaucoup de porc à peu de main-d'œuvre. Donc voilà un peu les grandes lignes du porc français. Et après, en conventionnel, tu me disais, il y a d'abord les sélectionneurs. Donc en fait, le porc qu'on mange est issu d'une pyramide de sélection où on va trouver à la pointe de cette pyramide, donc on visualise une pyramide, donc à la pointe, il y a le noyau, hein, c'est sur les porcs en race pure, et à la base de la pyramide, on a les porcs en production qui ont une vocation terminale pour la consommation humaine. Entre les deux, il
il va y avoir une population d'animaux qu'on appelle porc de multiplication, qui consiste à ce que le gain génétique qui est assuré par les noyaux, donc les élevages en sélection, soit diffusé en grand nombre à la base de la pyramide pour produire, en France, on produit 20 millions de porcs 20 millions de porcs en France? par an, à peu près. D'accord. Et les sélectionneurs, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, les sélectionneurs. Donc, ce sont les élevages qui sont propriétés souvent de groupements ou d'organismes de sélection. Oui. Donc là, on parle de très peu, hein, c'est une dizaine en France, qui assurent 10 débouchés différents de schémas génétiques. D'accord. Donc, en fait, les sélectionneurs, ils appartiennent au schéma génétique qu'on retrouve à la vente pour les producteurs de porc qui doivent acheter leurs reproducteurs. Puisque le croisement en porc est indispensable, c'est ce qu'on appelle donc la vigueur hybride, c'est-à-dire que le porc consommé par le consommateur est un hybride de deuxième génération. Donc, en élevage de production, on ne peut pas avoir cette sous-population. Donc, les sélectionneurs, c'est le cœur du système pour ceux qui ont la recherche et développement et le noyau génétique de la filière. Ça, c'est très, 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 très gardé. Et puis, sur les 10 schémas génétiques qui sont en France, je vous disais, peut-être un peu plus, Oui. on parle de très peu d'élevage, hein, très peu de truies. Hein. C'est en général un schéma génétique a entre 2000 et 10 000 truies sur les 750 000 truies qu'on a en France. 800 et 750. Oui, on a autour de 800 000 truies, je crois, en France, hein. 800 000 truies. Et donc après les multiplicateurs, les agriculteurs, j'en connais moi, qui sont multiplicateurs. Alors là, eux, ils sont plus nombreux en France. Alors c'est quoi un multiplicateur? Pour que les gens comprennent, les gens, les Le consommateurs. multiplicateur va recevoir des reproducteurs des élevages de section du Oui. noyau et son rôle, c'est d'augmenter la population de ces individus-là, d'augmenter la population. Donc d'où l'expression multiplication. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir des grands parentaux, on appelle ça des reproducteurs grands parentaux, qui ont bénéficié du progrès génétique et qu'on puisse multiplier en grand nombre pour qu'ils soient revendus comme futurs reproducteurs à celui qui va faire la production. Et les multiplicateurs en France, combien ils sont? Je sais pas, j'ai pas. Sur les 5 à 6 000 éleveurs qui restent en France, on va dire que c'est entre 10 et 15%, pas plus. Oui, de multiplicateurs. Voilà. Voilà. Et après, tu as, ça c'est beaucoup plus connu, tu as les naisseurs, t'en as qui sont connaisseurs, et tu as des agriculteurs qui sont naisseurs-engraisseurs. Hein, c'est ça? Effectivement, au niveau de la sélection, ça, c'est des élevages qui fonctionnent en circuit fermé. Oui. Donc là, il y a naisseurs-graisseurs sur place, c'est-à-dire que mais que des sorties d'animaux, jamais d'entrée. Ça, c'est pour des raisons sanitaires, hein, puisque le produit a une valeur que s'il est indemne de maladie, hein, évidemment. Il n'y a pas que la génétique, hein, il ne faut pas qu'il diffuse les virus et autres problèmes pathologiques sur la filière. Et donc, le producteur, lui, évidemment, il achète celui qui va être naisseur, il va donc acheter ses cochettes à un multiplicateur. Donc, effectivement, il y a certains éleveurs qui produisent que des porcelets, donc on les qualifiera de naisseurs spécialisés. D'autres qui vont élever leurs porcelets, donc ils vont être appelés naisseurs-engraisseurs. Certains n'ont pas la truie, donc achètent le porcelet, soit à 8 kilos, on appelle laiton, soit à 25 kilos, qui est le porcelet standard, déjà démarré. Et lui, donc, ce producteur a une vocation uniquement d'engraissement. C'est-à-dire qu'il reçoit l'animal
à 25 kilos et il le vend pour la consommation humaine autour de 125 kilos. 125 kilos, tu parles du poids de carcasse, toi, là. Poids vif. Ah, poids Poids vif, vif. excuse-moi. Ça fait combien de viande à peu près, ça? À 125 kilos, il est autour de 90-95 kilos de poids de carcasse. D'accord, d'accord, d'accord. C'est le porc conventionnel que demande la filière. D'accord. Et tu disais, là, 800 000 truies en France. Tu m'avais dit un jour, les grands acteurs, il y a l'Espagne hein, qui produit beaucoup, tu m'avais dit. Historiquement, c'était l'Espagne et l'Allemagne. L'Allemagne a quand même énormément réduit son cheptel dû à un problème sanitaire qui est survenu il y a 4 à 5 ans, qu'on appelle peste porcine africaine. Donc ça, ça a des conséquences sur les exportations. C'est-à-dire que l'Allemagne s'est vue fermer ses marchés à l'export sur la Chine du jour au lendemain, puisqu'elle a été qualifiée de non, non indemne de PPA. Donc ça, donc la Chine aujourd'hui regarde ça et ne permet plus les exportations allemandes vers son territoire. La Chine doit être le premier producteur mondial, non? Premier producteur et premier consommateur. La Chine, en cochon. Et la peste porcine, parce que nous, on a été beaucoup, tu sais, on souffre toujours des abattages d'animaux, malheureusement. Et la peste porcine, j'ai pas entendu dire qu'il y avait des vaccins, il n'y a pas de vaccin. Aujourd'hui, non. Officiellement, non. Donc, il n'y a que des programmes d'éradication. C'est-à-dire que c'est le même principe que la grippe aviaire ou le problème sur les bovins où on éradique les troupeaux. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les protocoles sanitaires en France font l'éradication. Donc, l'Espagne aujourd'hui, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, avait donc l'exclusivité de la Chine. Le troupeau espagnol est pratiquement le double du troupeau français. Donc aujourd'hui, l'acteur principal en termes de production en Europe, c'est l'Espagne. Sachant que des cas de PPA, de peste porcine africaine, se sont déclarés sur son territoire, en Oui, Catalogne, oui. récemment. Donc aujourd'hui, l'Espagne se retrouve dans la même configuration que l'Allemagne il y a quelques années, avec des gros problèmes à l'export en Chine, voire la fermeture du marché chinois. Et donc on assiste aujourd'hui à donc une reconfiguration de la production européenne en termes de filière porcine. Alors concrètement, ils mettent un périmètre de sécurité, hein, je crois, quand il y en a un qui est touché. Les animaux atteints sont éradiqués et donc on a effectivement un périmètre de sécurité. Chaque pays a son protocole, mais l'idée c'est de ne pas diffuser. Donc supprimer les flux d'animaux entre les zones, entre les éleveurs locaux. Mais l'Espagne aujourd'hui a aussi à subir le fait qu'elle importait beaucoup de porcelets du nord de l'Europe. Donc elle avait des flux d'animaux depuis des pays tiers, La Hollande, la Hollande. Danemark et Hollande Oui, notamment. oui. Donc aujourd'hui, le paysage porcin européen est en train de considérablement se, se, se Se réduire. bah, disons que les flux d'animaux, les mouvements sont en train de changer Oui. la dynamique change. En fait, les flux sont en train de se réorganiser. Et cette fameuse peste porcine, ça les fait mourir, les cochons. Oui, c'est fatal. Fatal. C'est fatal. Donc les animaux, très 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 grosses mortalité. D'accord. À l'origine, ce sont des maladies qu'on trouvait en Afrique, d'où le nom, peste porcine africaine. C'est endémique en Afrique. La Chine a été touchée il y a une dizaine d'années. Oui, je m'en rappelle. C'est ce qui a fait que les Chinois ont repensé toute leur filière porcine, sachant que chez eux, vu
le fait que le Chinois mange beaucoup de porc et que sur le milliard, voire plus de Oui. porcs produits sur la planète à l'année, on peut considérer qu'il y a un porc sur deux qui est mangé par un Chinois. Donc ça a eu des répercussions en termes géopolitiques euh, vraiment au niveau planétaire. Cet épisode sanitaire en Chine. Et c'est là où on a vu émerger donc une filière qui était surtout un port d'arrière-cour en Chine, c'est-à-dire que c'était des tout petits élevages en zone rurale de une ou deux truies, Oui. où donc les éleveurs vendaient au marché en direct de gré à gré. Et aujourd'hui, les autorités chinoises ont régulé tout ça et on arrive à des groupes qui sont ce qu'on appelle les méga producteurs, hein, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui ont plusieurs milliers, voire millions de truies dans des élevages qui se rapprochent énormément du mode d'élevage des porcs conventionnels européens. On a des élevages à étage, hein, ce qu'on appelle les hôtes de la cochon. Hein. Il y a des élevages en montagne qui font jusqu'à 27 étages, hein, 7 étages. Oui, en Chine. En Chine. Ça a été une volonté du gouvernement chinois, ça. C'est-à-dire que le fait que la peste éradique les troupeaux, ils ont eu un gros problème d'offres et de demande. Ils ont dû importer beaucoup de porcs de l'étranger. C'est là où les Espagnols, les Allemands ont trouvé quand même des opportunités. Et les Chinois se sont quand même intéressés à restructurer leur filière et l'ont fait très vite avec beaucoup de moyens. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies en Chine productrices de porcs qui sont cotées en bourse. Ah oui, d'accord. Et à ma connaissance, c'est là qu'on retrouve presque les plus grands élevages au monde, hein, en Chine aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, les Américains étaient considérés comme les leaders en termes de taille d'élevage, notamment Smithfield, qui est venu à un moment donné en Europe. À l'époque, on va dire dans les années 90, Smithfield comptait 1 million de truies. Aujourd'hui, dans le top 5 des plus gros producteurs de porcs mondiaux, on a 5 Chinois. Hein. C'est-à-dire que Smithfield aujourd'hui est passé chinois. Toi, quand tu as travaillé, que tu as fait tes stages aux États-Unis, tu as été dans des élevages de porc ou à l'époque, tu étais plutôt chez les céréaliers, toi? Moi, j'étais en élevage de porc. Oui. Avec, là où j'ai fait mon stage, c'était dans une famille où l'élevage était modeste. Hein, c'était 400 truies à l'époque, naisseurs engraisseurs. C'était au niveau du Midwest, hein, là où il y a beaucoup de production de maïs. C'était quel État? Le Minnesota. Ah, dans le Minnesota. Minnesota. Donc, la zone de production de porc aux États-Unis, elle est située à deux endroits, dans le Midwest, avec l'État le plus connu pour ses cochons, c'est l'Iowa. Donc, souvent, là, on trouve des élevages familiaux où il y a quand même un grand lien entre les élevages et les surfaces de maïs et de soja. Oui, bah oui. C'est souvent des éleveurs qui ont beaucoup d'hectares et qui cherchent à valoriser leur maïs et leur soja autrement que par l'exportation ou le bioéthanol. Parce qu'aujourd'hui, 40% du maïs américain passe en carburant. Hein. Et on a aussi d'autres zones où il y a beaucoup plus une forme d'intégrateurs. Hein. Donc, à l'origine, c'était les Carolines, Caroline du Nord, Caroline du Sud, qui sont sur la côte Est, très proches des grandes mégalopoles, New York, toutes ces zones de population. Puisque quand même, vu la taille du pays, il était préférable quand même de produire la viande pas très loin des villes. Souvent, les abattoirs étaient dans les villes. Donc, il y avait cette idée aussi de proximité entre les zones de production et les zones de consommation. Donc, les Carolines, Caroline du Nord, Caroline du Sud, ce sont souvent des gros intégrateurs avec des systèmes d'élevage hors sol très peu liés à un lien au sol.
souvent, ce sont des gens qui ont des fabriques d'aliments, mais qui achètent dans les zones de production de culture de maïs et de soja. Donc ça, là, on parle de 3 ou 4 000 kilomètres, hein, les distances entre les zones. Entre les Carolines et le Midwest, c'est 3 ou 4 000 kilomètres. Il faut traverser le strand des États-Unis. Et donc, tu avais des zones où il y avait des producteurs de porc et après, tu avais la partie céréalière. Tu n'avais pas de producteurs de lait dans ces zones-là? Si, il y a le Wisconsin, Ah oui, qui est le Dairyland. C'est la zone où on produit le lait. Hein, c'est le symbole de l'État, on l'appelle Dairyland, ça veut dire l'État de la production de lait. Et on a des grosses coopératives comme Landolex. Et puis aujourd'hui, Lactalis, c'est sur ces zones-là aussi. Lactalis, c'est sur ces zones-là. Exact. Voilà. Ah oui. Donc, ça t'a beaucoup appris avant de t'installer, de voir autre chose à l'extérieur. Voyager avec l'expérience du port, c'est très sympathique. Et donc aujourd'hui, il y a quand même des zones. Le port est une production très dynamique et les PRI sont souvent des filières très dynamiques sur cette viande-là. Hein. Donc aujourd'hui, les principaux acteurs, hein, en delà de l'Europe, qui était quand même la zone qui produisait le plus de porc et qui exportait le plus traditionnellement, qui exportait le plus aussi, hein, surtout. On a eu la Chine qui s'est vraiment sortie du Moyen-Âge, on va dire, hein, parce que les porcs étaient sur des modes de production très ancestraux. Oui. L'Amérique du Nord, hein, qui est quand même aujourd'hui un acteur non négligeable en porc, hein, même si en exportation, aujourd'hui, ils ont quand même réduit la voilure, et l'Amérique du Sud avec le Brésil. Le Brésil arrive à très grande force sur les marchés internationaux et a une stratégie de développement avec du produit qui arrive à des prix très concurrentiels. Très concurrentiel. Très très concurrentiels sur l'Europe et l'Asie. Et évidemment, le Brésil, c'est aussi une stratégie pour eux de ne pas être dépendants uniquement de l'export avec leurs grandes céréales qui sont le soja, le maïs et quelques autres productions de céréales, mais c'est surtout le maïs et le soja. C'est-à-dire que les pays ont une stratégie de mettre de la valeur ajoutée sur le produit de base. Oui, on retrouve les grands pays, des gens qui sont capables. Il y a souvent une dizaine de pays, environ une dizaine de pays dans le monde, sur les grandes denrées agricoles, il y a une dizaine de pays qui sont capables d'exporter de façon régulière. Mais pas plus que ça, hein. Beaucoup, les autres sont... Et pour l'infrastructure, c'est-à-dire que Oui, si on n'a pas les infrastructures, souvent c'est les routes ou les voies de chemin de fer, eh bien ça bloque énormément. C'est-à-dire que très longtemps le Brésil faisait, ou l'Argentine faisait des grosses productions, mais ils avaient énormément de mal à amener les céréales au port. Donc, ce qui faisait qu'ils perdaient une partie de leur récolte parce que les infrastructures n'étaient pas fiables. Ça s'est beaucoup amélioré et je pense qu'aujourd'hui, ils ont quand même formé leurs ingénieurs. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait beaucoup de Brésiliens qui venaient se former aux États-Unis pour ramener des technologies chez eux. Donc, 20 ans après, on voit ce que ça donnait. Ça passe forcément par l'école et la formation. bien sûr. Bien sûr. Et justement, je voudrais te demander un peu, tu as bien expliqué un peu les enjeux de la production porcine, hein. Je voulais te demander qu'est-ce que tu penses? Moi, je dis souvent dans les installations, là tu parles du port, on reste sur le port. Tu crois pas que le plus important avant de s'installer, que c'est la formation? Et même nous, quand on est en cours de carrière, c'est la formation le plus important dans nos métiers. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier? L'installation, c'est d'abord choisir le bon modèle économique qui va être périn pour les 20 à 30 prochaines années de sa carrière, parce que c'est quand même l'industrie lourde à très faible rentabilité. Donc, effectivement, voyager, s'éduquer, c'est avoir une vision. Celui qui reste sur un mode opératoire familial en se disant je bénéficie des compétences de ma famille
un peu de mon parcours dans l'enseignement agricole local, dans un monde ouvert comme aujourd'hui, c'est très dangereux. Oui, on est d'accord. Bon. Et d'ailleurs, les pays les plus dynamiques en agriculture, c'est aussi ceux qui font le plus voyager leurs futurs paysans. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré énormément de Danois, alors que la population danoise, par rapport à la France, c'est très négligeable. Hein. Ils étaient 5 millions hein, à l'époque. Pour nous, on était 55. C'est un rapport à 5, hein, à 10 même. À l'époque, il y avait un paysan sur deux au Danemark qui voyageait avant de s'installer. Donc, ça permet une ouverture d'esprit, un accès à des technologies, des savoir-faire euh, qui peuvent aider à s'adapter au monde actuel qui quand même, est plein de mutations et l'agriculture n'est pas absente dans ce dynamisme. Hein. Donc, bien au contraire. Maintenant, l'agriculture n'échappe pas aux mutations sociétales. Je retrouve beaucoup de tout ce qui est modulation, surtout la gestion des intrants. Hein. C'est-à-dire qu'en France, l'Europe s'est trop habituée à l'agriculture euh, planifiée par des instances qui n'avaient pas forcément la meilleure vision pour son avenir. Hein. C'est ce qui nous met un peu dans l'embarras aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Hein. Donc, d'où l'intérêt pour un jeune de bien choisir son mode de production, son système de production. Parce que s'il part sur un système qui a à bout de souffle, alors que s'engage déjà un nouveau qui va être la dynamique des 30 prochaines années, très difficile de faire marche arrière. Ah oui. C'est probablement 30 ans de galère pour cette personne-là, voire des installations assez précoces et impossibilité de faire carrière dans le métier. Écoute, Olivier, je te remercie. T'aurais un mot de la fin à dire? Et moi, je pense que le voyage forme la jeunesse. Voilà. J'encourage très fortement les jeunes, avant l'installation, à faire une expérience à l'étranger. C'est très très facile aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que l'agriculteur français voyage très très bien. Il a une très bonne réputation sur tous les continents. Moi, je sais que on m'a toujours mis en avant. Hein, le passeport français est très puissant. Hein, et on sait que le paysan français a bonne réputation. Franchement, c'est associer bon moment de vie Oui, et se renforcer pour une carrière qui est quand même longue. oui, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Olivier. Et puis quand on aura besoin ou il y aura des questions c'était plus les consommateurs et les citoyens. Parce que les gens ont tendance à tout. C'est normal, ils connaissent pas. Hein, même nous, on connaît pas dans les détails. Multiplicateurs. Donc on a bien compris. Il y a les sélectionneurs, les multiplicateurs, et après il y a les producteurs comme toi, naisseurs engraisseurs. Eh ben écoute Olivier, je te remercie et je te dis à Merci bientôt. Je te dis à bientôt. également, Philippe. Merci. Bonne Merci, soirée. Au merci revoir. Olivier.